À la une de l'actualité, le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a assuré lors d'une conférence de presse que le président Abdelaziz Bouteflika allait très bien. Violence dans le Kasaï en République démocratique du Congo. Kinshasa ne veut pas de la commission d'enquête de l'ONU. Et puis, après des mois de tourmente, la présidente Park Geun-hye, emportée par un vaste scandale de corruption, a été destituée ce vendredi par la Cour constitutionnelle de Corée du Sud. Après la réunion des experts militaires du G5 Sahel tenue les 5 et 6 février dernier, les chefs d'état-major de ces pays se sont retrouvés à Bamako dans le cadre d'une réunion extraordinaire du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel. À l'ordre du jour, la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel. Nous étions réunis dans le cadre du Conseil de défense et sécurité des pays du G5 Sahel, constitué du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, dans le cadre de nos travaux réguliers pour voir comment est-ce qu'il faut conjuguer les efforts essentiellement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette réunion qui se tient après les attaques terroristes dans les frontières de certains pays du G5 Sahel, les chefs d'état-major sont convenus d'accentuer leurs efforts de lutte contre ce phénomène. Nous nous sommes très bien entendus sur les dispositifs que nous pourrons mettre en place et des différentes dynamiques que nous pourrons enclencher. Et ce que nous pourrons aussi dire, c'est rassurer les populations. Et tout cela augure de bonnes perspectives dans la situation sécuritaire dans les pays du G5 Sahel. Après examen du projet de concept stratégique de la force conjointe du G5 Sahel, les chefs d'état-major généraux des armées ont validé le document des experts dans la perspective de l'obtention de l'autorisation de déploiement et du mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les chefs d'état-major généraux des armées du G5 Sahel sont également convenus de mettre en place le comité de direction du collège de défense du G5 Sahel à Nouakchott en Mauritanie au plus tard le 5 avril prochain. Anouar Rahmani, un jeune auteur de 25 ans, est dans le collimateur de la justice algérienne. Convoqué par la police et entendu par la justice, l'homme, qui est aussi un blogueur et étudiant en droit, soutient avoir été interrogé par 7 policiers pendant plusieurs heures. Il s'est vu reprocher notamment d'avoir utilisé dans un roman publié sur Internet en août 2016 un vocabulaire sexuel contraire aux bonnes mœurs. Un roman dont 2 passages ont amené le procureur à ouvrir une enquête pour offense au prophète Mahomet et dénigrement des préceptes de l'islam. S'il est inculpé, Anouar Rahmani risque de 3 à 5 ans de prison et plus de 900 $ d'amende. Il serait alors le premier romancier à avoir été interpellé et condamné pour une œuvre de fiction. Rappelons qu'il y a 6 mois, Anouar Rahmani avait été accusé de blasphème par un journal pour avoir défendu sur son blog la cause homosexuelle. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, en visite à Tunis, a assuré jeudi que le président Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé fait régulièrement l'objet de spéculations, allait très bien. Interrogé par un journaliste sur ce sujet lors d'une conférence de presse, le Premier ministre algérien a répliqué « Il vous passe le bonjour et il va très bien ». Il s'agit de la première déclaration officielle sur la santé du président algérien depuis que le pays a annoncé le 20 février le report d'une visite à Alger de la chancelière allemande Angela Merkel en l'expliquant par une indisponibilité temporaire du chef de l'État due à une bronchite aiguë. Au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika, qui a eu 80 ans le 2 mars dernier, a été frappé en 2013 par un accident vasculaire cérébral qui a affecté sa mobilité et son élocution. Par ailleurs, le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, en visite à Tunis, a été reçu par le président Bédi Caïd Essebsi et le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed.
Plusieurs accords de coopération, notamment en matière de sécurité et de culture, ont été signés. Les attaques xénophobes ayant cours depuis plusieurs semaines en Afrique du Sud ont atteint Johannesburg, la capitale du pays. La protestation portait sur l'attribution de logements sociaux à des ressortissants étrangers avec pour cible des Africains subsahariens. Les manifestants qui ont brûlé des pneus et tenté d'incendier la maison d'un politicien sud-africain se plaignent en outre de l'incapacité du gouvernement à fournir aux autochtones des services de base comme l'eau et l'électricité. Face à une foule en furie, la police a dû intervenir par des sommations et des tirs de balles en caoutchouc, faisant 5 blessés. Ces Sud-Africains, qui font partie des plus pauvres, estiment qu'ils sont envahis dans leur propre pays par des étrangers. Ceux-ci sont accusés d'être responsables du trafic galopant de drogue et de la prostitution, mais aussi et surtout de prendre leur travail dans un pays où le taux de chômage est à plus de 26%. À ce jour, le pays compte entre 1,5 et 2 millions d'étrangers. Dans le lot, beaucoup de réfugiés, mais également de nombreux migrants économiques, ce qui provoque la colère des Sud-Africains. Les diverses initiatives entreprises jusque-là en vue d'enrayer l'escalade des scènes de violence à l'encontre des étrangers tardent à porter de fruits. En République démocratique du Congo, suite à la découverte de 3 nouveaux charniers dans le Kasaï, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, a demandé ce mercredi la création d'une commission d'enquête sur les violences contre les civils. Je félicite le gouvernement d'avoir pris rapidement des mesures pour enquêter sur ces allégations de meurtre commis par des soldats, a-t-il tout d'abord déclaré avant d'exhorter le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à établir une commission d'enquête afin de se pencher sur ces allégations étant donné la découverte de 3 charniers ces derniers jours dans la région. Il a également indiqué que son bureau surveillerait attentivement les développements judiciaires concernant les actions des forces de sécurité qui ont entraîné la mort de plus de 100 personnes en septembre et en décembre. Mais en conférence de presse le même jour, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a rappelé qu'une enquête de la justice congolaise était en cours. Comme le gouvernement l'avait déjà affirmé la semaine dernière, il ne souhaite pas que l'ONU intervienne sur le sujet et regrette la prise de position du haut-commissaire. Pour rappel, la région du Kasaï est depuis septembre 2016 en proie à de nombreuses violences suite à la mort lors d'une opération militaire d'un chef coutumier local entré en conflit avec le pouvoir central. Tunisair a dû immobiliser ses avions au sol durant plusieurs heures jeudi en raison de vives tensions entre pilotes et mécaniciens. En matinée, la compagnie nationale tunisienne avait annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous ses vols. Des médias locaux ont rapporté qu'une bagarre avait éclaté peu auparavant entre personnel navigant et technique au départ d'un vol à destination de Paris. Des renforts policiers ont été envoyés à l'aéroport de Tunis-Carthage et une cellule de crise mise sur pied. L'affaire, qui a provoqué un tollé, intervient à un moment où Tunisair tente de s'extraire des difficultés financières qui ont suivi la révolution de 2011. Il est trop tôt pour se prononcer, mais on espère avoir des réponses déterminant la responsabilité de tout un chacun pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Maintenant, les vols sont revenus à la normale, c'est une suspension provisoire, et d'autres mesures techniques seront prises pour que cet incident ne survienne plus. Des mesures ont été déjà prises par le chef du gouvernement concernant la prise en charge de tous les voyageurs qui ont raté leur vol, à savoir leur hébergement s'il le faut, leur indemnisation s'ils le veulent, le changement des vols s'ils le souhaitent et sans pénalité. Après quelques heures d'interruption, les activités ont repris de manière partielle et progressive dans l'après-midi. Selon les médias locaux, le litige entre pilotes et techniciens porte plus généralement sur des questions d'uniforme. Des mécaniciens ont en outre récemment tenu un sitting devant le siège de l'UGTT pour dénoncer la façon dont ils sont traités par les pilotes.
La plus haute instance judiciaire de Corée du Sud a entériné ce vendredi la destitution de la présidente Park Geun-hye, 65 ans, poussée vers la sortie par un gigantesque scandale de corruption. La décision unanime des juges de la Cour constitutionnelle signifie qu'une présidentielle anticipée doit être organisée sous 60 jours. D'après la décision unanime des juges de la Cour, nous annonçons le verdict. Nous congédions l'accusé, la présidente Park Geun-hye. 대통령 박근혜를 파면한다. 또한 이 사건 탄핵 심판은 De plus, le procès de destitution n'est pas une question d'idéologie entre conservateurs et progressistes, mais il s'agit de protéger la loi constitutionnelle. Le juge Han Chan-ho a décidé que la décision de destitution doit être faite pour nettoyer les mauvaises habitudes politiques. Je conclus ainsi l'annonce. 선고를 모두 마칩니다. Après sa destitution, Park Geun-hye, 65 ans, quitte immédiatement la Maison Bleue et perd son immunité, ce qui l'expose à d'éventuelles poursuites judiciaires. Fille du dictateur militaire Park Chung-hee, elle était devenue en 2012 la première femme à présider son pays. Avec sa destitution, elle devient également le premier chef de l'État de Corée du Sud à être limogé de la sorte. Sommet des dirigeants des pays de l'Union européenne à Bruxelles. Principal point au menu, l'élection du président du Conseil européen et l'avenir de l'Union européenne post-Brexit. Grande absente de la rencontre, la première ministre britannique Theresa May. Le gouvernement de Varsovie promet d'œuvrer pour empêcher la réélection du Polonais Donald Tusk à la tête du Conseil européen. Je le répète. Rien ne doit être fait sans nous et sans notre accord. Pour la Pologne, il est évident qu'on ne marchande pas avec les principes et il n'y a pas notre accord pour que le président du Conseil européen, quel qu'il soit une personne dont la candidature n'est pas soutenue par le pays dont il provient. C'est une question de principe. La détermination de Varsovie risque de perturber des débats sur l'avenir de l'Europe à 27 qui se focalisent pour l'heure sur le concept clivant d'Europe à plusieurs vitesses. Oui, je soutiens Donald Tusk parce que j'avais moi-même fait la proposition qu'il puisse devenir président du Conseil européen, c'était il y a 2 ans et demi. Donc à la fois pour des raisons de continuité, de cohérence, de stabilité, je considère que c'est le candidat qui s'impose aujourd'hui pour rester président du Conseil européen et je ne vois pas comment un pays pourrait s'opposer à cette solution dès lors que tous les autres y sont favorables. Et dans le moment que nous traversons, avec une Europe qui doit affirmer son unité, une Europe qui doit être ferme à l'égard d'un certain nombre de pressions qui s'exercent sur elle, il y a toute raison de confirmer ici la nomination de Donald Tusk. Depuis Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel a clairement réitéré son soutien à la réélection de Tusk, y voyant un signe de stabilité pour l'ensemble de l'Union européenne. L'ancien premier ministre libéral polonais occupe depuis fin 2014 la présidence de cette institution européenne dont le rôle est de coordonner les sommets réguliers réunissant les chefs d'État ou de gouvernement pour fixer les priorités politiques de l'Union européenne. Il dispose d'un large soutien, mais de manière inédite, il est contesté par son propre pays.